Hello hello, salut tout le monde et bonjour et bon début de semaine. Donc désolé, là aujourd'hui j'ai un petit peu de retard. J'ai eu quelques petites contraintes qui ont fait que j'ai dû décaler mon live aujourd'hui. Donc on va faire un live un peu décalé et un petit peu raccourci pour le coup, puisqu'il y a d'autres lives qui s'enchaînent derrière, notamment celui de Titi Moby. Donc je vais essayer de pas trop empiéter sur ces plates-bandes, j'ai envie de dire. Donc bonjour à toutes et tous. Donc déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. On va parler très rapidement de l'actualité un petit peu des jours précédents, de l'actualité de la semaine, des sujets chauds du moment qui ont retenu mon attention. Et donc on va commencer tout de suite par ceci. Déjà, joyeux Pi-Day à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes le 14 mars. Excusez-moi, donc nous sommes le 14 mars, ce qui fait qu'effectivement, en notation anglo-saxonne américaine, ça fait le jour 3 sur 14, donc 3-14. Donc le Pi-Day, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma petite info du jour, que je vais vous afficher à l'écran. Hop, je vais faire comme ça va être plus simple. Alors, le Pi-Day, voilà. Donc le Pi-Day, c'est un truc, vraiment une référence un peu de la culture geek qui existe et qu'on fête un petit peu tous les ans. Et donc j'ai trouvé cette information comme quoi, en fait, cette journée de Pi, elle a toujours plus ou moins existé, mais elle a été réellement formalisée donc le 14 mars 1988 au sein d'une conférence. Donc c'est Larry Shaw au San Francisco Exploratorium qui a organisé pour la première fois en fait un événement autour de cette journée particulière, juste pour parler, pour faire une référence un peu geek au nombre pi. Donc les plus taquins d'entre nous diront oui, mais ça c'est le format américain, au format français ça fait donc 14 sur 3, mais nous avons, nous, dans notre notation de date aussi, une date qui peut correspondre au jour de Pi, donc c'est le 22 juillet. Et pourquoi le 22 juillet? Parce que 22 divisé par 7, ça donne 3,14, je sais plus combien, 3,14 200 et quelques, donc qui est quand même une assez bonne approximation de Pi. Donc bon, c'est toujours amusant de le noter. Et donc, je voulais juste vous parler de ça comme ça, parce que bon, vous savez que j'aime bien les petits trucs un petit peu geek comme ça, et puis tous les ans, on fait ça, donc c'était le bon moment pour en parler. Et deuxième sujet, je voudrais vous parler d'une faille. Alors la semaine dernière, je vous avais parlé d'une faille au sein du noyau Linux, donc qui permettait au sein de tout ce qui est conteneur de pouvoir s'échapper d'un conteneur et donc d'avoir des droits privilégiés normalement alors qu'on n'est pas censé en avoir. Donc cette fois-ci je vais vous parler d'une autre faille qui est apparue à peu près au même moment. C'est la fameuse faille dont on a parlé qui s'appelle Dirty Pipe. Donc Dirty Pipe, je vais vous afficher sur l'écran. Donc j'en ai parlé cette semaine. C'est une faille qui date d'il y a un petit moment, qui est due à une régression dans la gestion des pipes, notamment des pipes nommées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette faille, elle a été extrêmement difficile à détecter, et elle a été détectée donc par un utilisateur donc qui s'appelle Max Kellerman, qui a écrit un super article sur le sujet, un article ultra circonstancié là pour le coup, où il a expliqué comment il a détecté cette faille, donc des premiers jours où il pense l'avoir détecté, en tout cas l'avoir perçu, jusque dans sa résolution. Donc allez lire l'article, je vous le mettrai dans les commentaires. D'ailleurs, je vais vous le mettre là dans les commentaires, et sur le replay de YouTube, je vous le mettrai aussi dans les commentaires. Donc l'article est vraiment super intéressant parce qu'il décrit très très bien je dirais la procédure qui a été retenue par Max Kellerman pour pouvoir justement détecter cette faille, comment la mettre en valeur, écrire un exploit et rechercher au sein du noyau où se situait le problème. Donc vous verrez, c'est vraiment très très bien décrit. C'est quelque chose, cette faille en fait elle est remontée une fois d'un comportement bizarre d'un logiciel qu'ils ont développé au sein de son entreprise, où des utilisateurs disaient c'est bizarre, je récupère des logs depuis nos serveurs, et ces logs sont gzippés au fil de l'eau, et ils recevaient régulièrement des fichiers qui étaient corrompus.
Et donc, après moult recherches, ils se sont rendus compte que le problème ne venait pas de leur système de génération de logs qui corrompait les fichiers. Et donc, au fur et à mesure du temps, il est remonté jusqu'à l'appel système Splice, qui était finalement le fautif, qui s'applique notamment sur des pipes. Et donc, il a écrit des proof of concept pour essayer de mettre en exergue un petit peu le comportement de ce dysfonctionnement, et il en a déduit effectivement que c'était un dysfonctionnement qui venait du noyau, et donc il a expliqué tout ça, comment il a exploité cette faille, comment il a écrit donc le code pour pouvoir donc l'exploiter, la détecter et effectivement et aller jusqu'à sa correction. Et je vais vous afficher la correction, vous allez voir à l'écran comme quoi la correction était vraiment ultra simple. Voici le patch qui a été envoyé par Max Kellerman au mainteneur du noyau. Donc vous voyez ici effectivement juste 2 lignes. Buff flèche flags égale 0. Et en fait cette faille apparaissait. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la structure qui gérait justement ce pipe au niveau des buffers, il y avait les flags qui n'étaient pas remis à 0 lors de l'initialisation. Et donc, dedans se retrouvait potentiellement n'importe quelle valeur, et c'est ce qui générait justement ce comportement tout à fait inattendu dans le noyau, qui corrompait des fichiers, et qui, bien exploité, permettait d'aller corrompre des fichiers sur lesquels on n'avait pas les droits, et notamment, si on écrivait un exploit suffisamment bien tourné, d'aller modifier des fichiers sur lesquels on n'avait pas les droits, et donc de prendre, in fine, le contrôle de l'ordinateur. Notamment si on était assez malin en allant écrire le bon mot de passe par exemple dans le fichier /etc password par exemple, et donc s'octroyer un accès super administrateur alors qu'on n'était pas censé en avoir. Donc voilà, donc je trouve que c'était un article intéressant, et la faille en elle-même est intéressante de voir effectivement à quel point un petit flag pas initialisé et qui n'avait pas du tout été vu peut générer des comportements tout à fait inattendus. Donc voilà pour Dirty Pipe. Et donc ça rejoint un petit peu donc la faille dont je parlais la semaine dernière. Là il y en a eu 2 coups sur coup. Donc n'hésitez pas, si vous gérez des machines virtuelles, si vous gérez des machines, etc., allez mettre à jour vos machines, mettez à jour le noyau parce que les patchs sont sortis dans la foulée. Et j'ai dû avoir au moins 2 versions ou 3 versions de noyaux qui ont été mises à jour, mises à disposition sur Debian, sur Proxmox VE et d'autres distributions. Donc pensez à le faire. Voilà. Je voulais vous parler aussi d'un autre sujet. Alors un autre sujet un petit peu différent, mais ça rejoint les sujets de gestion de systèmes de fichiers sur lesquels j'échange assez régulièrement sur Twitter avec d'autres, notamment je parle assez régulièrement de ZFS et d'autres systèmes de fichiers, et je voudrais vous reparler du système de fichiers qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Bcache-fs. Bcache-fs qui est un système de fichiers qui a débuté en 2015 si ma mémoire est bonne, et en partant sur des bases communes avec celles très proches de celles de ZFS et de XT4FS. En fait, ce système de fichiers, alors vous allez me dire, encore un système de fichiers, pourquoi inventer des nouveaux systèmes de fichiers alors qu'il y en a plein qui existent et puis il y en a même qui ne sont pas terminés. Je pense notamment à ButterFS dont je parlais d'ailleurs hier sur Twitter, notamment. ButterFS qui est considéré comme le système de fichiers qui est en évolution constante et qui ne sera jamais terminé, donc c'est un petit peu son surnom. Et ben en fait parce que finalement ce système de fichiers Bcache-fs essaye de résoudre différentes problématiques en prenant un petit peu les avantages de chaque système de fichiers et en essayant de les implémenter. Et donc ce qu'il tente de résoudre, c'est d'avoir donc un système de copy on write qui soit performant et qui soit efficace comme ceux de ZFS et BetterFS, là pour le coup. D'avoir un checksumming qui soit complet au niveau des données et des métadonnées, ce que tous les systèmes de fichiers ne font pas pour le coup. De pouvoir gérer tout ce qui est réplication, de pouvoir gérer la compression et le chiffrement à la volée, ce que tous les systèmes de fichiers ne font pas, mais aussi de pouvoir être scalable, vraiment de façon assez forte, et tout en gardant un niveau donc de sécurité des données, puisque l'emphase est vraiment mise sur la sécurité des données, comme ZFS,
mais aussi sur la performance à l'instar de XT4FS. Donc en fait, ce que cherche à résoudre ce système de fichiers, c'est d'être finalement le meilleur compromis quelque part entre ZFS et XT4FS, si je mets BetterFS de côté. Voilà, donc c'est un projet qui aujourd'hui, alors je vous déconseille de l'utiliser en production ou sur des machines de prod, etc., puisque c'est quand même un système de fichiers qui est très expérimental et qui évolue, mais qui évolue bien. Et je pense que c'est intéressant de le regarder un petit peu, de le garder en tête et de le regarder un petit peu du coin de l'œil de temps en temps pour voir où est-ce qu'il va, parce que je pense que dans quelques années, ça pourrait être un système de fichiers qui pourrait arriver pour des usages sur du stockage haute densité, notamment, alors si ça s'appelle Bcache-FS, c'est pas pour rien, justement, sur le système de gestion de cache, et d'avoir des systèmes de snapshotting, de compression, etc., qui soient très, très efficaces sur des très très gros volumes de données. Ce que fait aujourd'hui ZFS. Une des problématiques de pourquoi on n'utilise pas ZFS partout, c'est que ZFS, dû au fait de sa licence, on ne peut pas le fournir directement avec le noyau Linux, donc c'est toujours fourni comme étant un module extérieur, et donc c'est toujours considéré un peu comme une verrue autour du noyau Linux, parce qu'on ne peut pas l'intégrer directement dedans dû à des problématiques de licence. Là, pour le coup, un système de fichiers comme Bcache-FS peut être intégré directement au sein du noyau Linux, puisqu'il est développé pour, et puis va permettre de pouvoir proposer différents types de compression. Là, on voit à l'écran AZ4, gzip, ZSTD qui est très 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 utilisé aujourd'hui de plus en plus. Alors ZSTD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de compression qui a été développé par Facebook, et donc qui est open source. Et donc qui permet d'avoir des compressions rapides, mais surtout des décompressions qui soient extrêmement rapides. Voilà, et donc il essaye aussi, donc ce système de fichiers, de résoudre toutes les problématiques, donc aussi de chiffrement, et d'avoir toute la partie réplication de données, sécurité de données au travers du RAID, donc RAID 1 et RAID 10. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je parlais de BetterFS hier, parce que en RAID 1 ça fonctionne très bien, ou en RAID 0 éventuellement, mais RAID 5, RAID 6 c'est toujours considéré comme étant très expérimental, ce qui n'est pas le cas de ZFS pour le coup. Voilà, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais pour ceux que les systèmes de fichiers intéressent ou qui ont des problématiques assez forte de gestion de données des données en termes de volume, je dirais, notamment pour des infrastructures qui manipulent des très très gros volumes de données. Ça peut avoir un sens parce qu'en plus ils proposent le snapshotting à chaud comme ZFS et BetterFS, etc. Donc ça a vraiment des intérêts très certains. Mais voilà. Sinon, je voudrais rebondir sur un petit tweet qu'a fait notre ami Philippe Charrière, Kig, pour ceux qui le connaissent, et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent parce que c'est vraiment quelqu'un de super. Si vous ne le connaissez pas, allez suivre Kig, donc il travaille notamment chez GitLab. Il poste énormément de choses ultra intéressantes, et c'est quelqu'un vraiment avec qui j'aime beaucoup discuter et qui est très très pertinent. Et son tweet, en fait, je voudrais vous l'afficher effectivement parce que je l'ai trouvé aussi très très pertinent. On voit très souvent sur les réseaux sociaux ou dans les discussions entre tech un petit peu des guerres de mon langage c'est mieux que le tien, toi tu utilises tel langage, c'est trop vieux, c'est nul, machin, etc. Donc il y a toujours des idées très très arrêtées. Et en fait, j'ai trouvé sa phrase assez pertinente et plutôt pragmatique, en se disant si vous aimez le langage de dev que vous utilisez, et je dirais que vous faites plaisir en codant, et entre parenthèses je rajouterais finalement que ce langage de dev correspond à vos besoins, alors que ce soit des besoins personnels ou des besoins professionnels, tant pis si les gens disent du mal. L'essentiel c'est que ça fonctionne, et puis ce que pensent les autres personnes, on s'en cogne. C'est vrai que quelque part, quand on choisit un langage de programmation pour résoudre une problématique, l'idée c'est qu'on soit à l'aise avec ce langage, que ce soit un langage qui nous plaise et pour lequel on prenne vraiment beaucoup de plaisir à coder. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'ils permettent de résoudre finalement la problématique que vous cherchez à résoudre de la meilleure des manières. Donc si le langage le plus adapté pour votre besoin c'est du C ou du C++, faites du C ou du C++. Si c'est du JavaScript, faites du JavaScript. Et j'ai envie de dire, je vais même aller au-delà, quitte à lancer des trolls, si c'est le PHP, utilisez du PHP. Alors pourquoi je dis lancer des trolls? Parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, mais il y a une guerre contre le PHP au niveau de la communauté tech, je ne sais pas pourquoi.
J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont restés dans l'idée que PHP c'est nul parce qu'ils sont restés sur une idée du PHP 4 qui était un peu lent, qui n'était pas complètement, enfin qui commençait à devenir objet mais qui était perfectible, sur lequel il y avait aussi des failles sur le moteur d'exécution, etc. Enfin, pour ceux qui connaissent PHP, et ceux qui ne le connaissent pas, surtout, allez découvrir les dernières versions de PHP, alors 7 ou 8, la 8, franchement, vous le détour, c'est un langage qui est devenu quand même un langage avec des paradigmes de développement qui sont assez modernes. C'est un langage qui est quand même relativement efficace, qui a beaucoup évolué, et donc j'ai envie de dire, si vous développez du web ou même autre chose en PHP, et que c'est le langage que vous aimez, faites du PHP. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, je trouvais intéressant le tweet de Philippe, parce que quelque part, faut pas oublier que quand nous codeurs on code, on a envie de coder avec un langage qu'on aime, un langage qu'on apprécie, et je trouve que c'est surtout ça qui est important. Voilà. Alors, Pistavel, surtout que PHP a des libres de ouf dans sa communauté. Mais ça c'est clair, il y a des libres qui sont vraiment super ouf, il y a des libres qui couvrent à peu près tous les sujets, et je dirais c'est comme le Python, c'est-à-dire c'est un langage qui permet d'implémenter des libres au niveau PHP, mais aussi développer des modules en C directement pour s'interfacer avec des libsystem, je pense notamment OpenSSL, etc. Donc il y a pas mal de choses, et PHP permet de faire pas mal de choses, et notamment si on veut pas faire du PHP vanilla, j'ai envie de dire, si on veut développer quelque chose d'un peu plus velu et d'avoir des outils puissants et modernes, bon je pourrais citer que Symfony, mais il y a plein d'autres frameworks qui existent qui permettent de faire du Rapid Application Development dans de bonnes conditions avec des outils qui sont très modernes, hein. Donc voilà, donc je pense que n'hésitez pas aussi à aller redécouvrir PHP pour ceux qui sont restés sur des versions PHP 3 ou PHP 4 d'il y a je ne sais pas combien de temps, au moins 15 ans. Donc il faut évoluer. Puis découvrir aussi d'autres langages, des langages qui sont plus modernes, plus récents. Des fois ça fait un peu peur, on parle beaucoup du Rust en ce moment, c'est un langage qui peut faire peur, mais il y a plein de tutos qui existent, de bouquins qui sont hyper intéressants et hyper bien faits, et je pense que c'est des langages qui méritent aussi toute notre attention parce qu'ils montent vachement en puissance, et je pense qu'il y a c'est des langages qui vont résoudre des problématiques très particulières au niveau de la programmation système ou de performance, etc. Tout comme le Go est arrivé à un moment donné, et je pense que voilà, Rust ou Go, il y a des pour, il y a des contre, et alors il y a des clans évidemment sur chacun des langages, mais je pense que ces langages ne cherchent pas à résoudre à chaque fois toujours les mêmes problématiques. Alors donc ceux qui aiment coder en Rust, ceux qui aiment coder en Go, mais vous pouvez aller voir aussi les langages des uns des autres. Voilà. Et donc ce tweet de Philippe qui me permet donc de rebondir sur un autre sujet. Sur le sujet donc d'Emscripten. Pourquoi ? Parce que justement on parle beaucoup aujourd'hui de communauté web, développement web, JavaScript, etc. Et au final il y a des gens comme moi qui sont plus sur des langages plutôt plus bas niveau, par exemple le Rust comme je viens d'évoquer, ou le C++, où des fois on n'a pas envie de se faire trop mal à tout réimplémenter ce qu'on a fait, notamment ça peut être des moteurs graphiques ou des choses comme ça directement en JavaScript. Eh bien, sachez qu'il existe des plateformes qui vous permettent de pouvoir compiler, transpiler votre code directement du C, du C++, du Rust, etc., directement vers du JavaScript ou du WASP. Donc du WebAssembly, et donc Emscripten est un outil qui permet de le faire. C'est une chaîne de cross-compilation qui permet de compiler globalement quasiment tous les langages qui sont supportés par LLVM, donc ces langues entre autres, vers du JavaScript ou du WASP. Donc c'est super intéressant parce que c'est aussi ce genre d'outil de compilation qui a permis de porter par exemple des jeux tels que Doom ou Quake directement à coût presque zéro, je dirais, à quelques ajustements près, directement vers un navigateur, et donc avoir une version web de Doom sans avoir à réécrire le jeu quelque part. Donc c'est super intéressant. Et pourquoi je parle d'Emscripten pour le coup, c'est parce que très récemment il y a la suite LibreOffice, la suite bureautique que vous connaissez bien, qui propose une version expérimentale de LibreOffice directement dans son navigateur web, qui est compilée directement par Emscripten, qui propose donc une version WASM qui est toujours expérimentale, hein, ça faut pas l'oublier, mais qui avance, je dirais, qui avance assez bien. Et je ne serais pas surpris que d'ici quelques temps, alors peut-être, est-ce que c'est quelques mois, est-ce que c'est 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas, mais d'avoir une version totalement autonome de LibreOffice dans son navigateur, et donc qui
permettrait, in fine, plus tard, peut-être aussi d'avoir des suites bureautiques collaboratives telles que Office 365 ou Google, etc., mais libres, qui seraient basées sur un LibreOffice qui serait compilé en WASM directement par Mscript. Donc je trouve ça assez intéressant. Et donc c'est quelque chose qui est à suivre, à mon avis, dans les mois et les années à venir. Parce que je pense que ça va ouvrir, à mon avis, un certain nombre d'usages, en tout cas de pouvoir recentrer de certains usages qui vont surtout vers les GAFAM, donc je parlais notamment de Microsoft et de Google, vers plus des stacks qui sont beaucoup plus libres et ouvertes, donc plutôt LibreOffice, etc., et directement sur des technos web. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on a fait un format un petit peu plus court parce que j'ai démarré un petit peu en retard. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous voulez échanger, etc. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Malgré tout, je reste toujours disponible sur Twitter. Envoyez-moi un petit message, etc. si vous voulez discuter d'un sujet ou si vous voulez qu'on aborde sur un prochain live un sujet particulier. Moi, j'essaye de ratisser un peu large, mais voilà, je reste toujours avec vue de ma lorgnette. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Et puis, je vais vous dire donc normalement à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye.